Bonjour, nous nous retrouvons pour la troisième émission de la tournée des tiers-lieux. On est cette fois-ci à côté de Nancy, à Maxéville, à quelques minutes de la gare de Nancy, pour une étape sur le thème de la forêt et du rôle de la forêt dans le développement durable, toujours avec la Convention citoyenne pour le climat qui vient à la rencontre des habitants, des citoyens et citoyennes qui veulent partager sur leur expérience de la démocratie participative, de l'intelligence économique. Et à nouveau, nous venons à la rencontre des associations, des acteurs de l'économie sociale et solidaire et de tous les acteurs économiques, des entreprises, du territoire pour enregistrer cette émission et ensuite animer une table ronde qui va permettre de faire se rencontrer les acteurs autour de projets à impact dans le but de participer à cet écosystème de nouvelles solutions qui émergent un petit peu partout dans les territoires. Nous allons dans un premier temps échanger avec Lucille qui nous reçoit dans sa région puisqu'elle est présidente du Grand Est dans le réseau des Petits Débrouillards, qui est l'association d'éducation populaire qui participe très activement à l'organisation de cette tournée. Bonjour Lucille. Bonjour Mickaël. Merci de nous accueillir. On est dans un tiers-lieu qui est particulier pour le réseau des Petits Débrouillards, puisqu'il est intégré d'une certaine façon. Enfin, tu vas nous en dire un petit peu plus. Tu es également chercheuse et consultante à la fabrique de l'innovation des territoires. J'étais, ouais, c'est ça, puisque la fabrique des territoires innovants en fait n'existe plus, a fermé des suites du Covid en mois de juin. Mais néanmoins, je suis toujours chercheuse consultante. Et on va revenir aussi tout à l'heure sur la thèse que tu as réalisée. Ouais. Est-ce que d'abord tu peux nous expliquer en tant que présidente de la région Grand Est, du réseau des Petits Débrouillards, dans le territoire, ce qui s'y passe au sein du réseau, et puis après, plus particulièrement, la piscine, ce tiers-lieu, comment il fonctionne exactement. Oui, bien sûr. Donc, comme tu le disais, donc en fait, ça, c'est ma partie professionnelle. Et puis, voilà, sur le plan citoyen, les soirs et les week-ends, je suis bénévole aux Petits Débrouillards. Voilà. Donc, les Petits Débrouillards Grand Est, c'est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années. Et donc c'est quart nord-est de la France. En fait, on s'appelait Grand Est avant la réforme territoriale. Donc, Ouais. en fait, ça fait Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, sur ce quart nord-est de la France, on a 14 antennes d'activité qui sont généralement situés dans des agglomérations et qui sont en fait des lieux de stockage de nos matériels, mais également de formation pour nos animateurs. Historiquement, les Petits Débrouillards, c'est un mouvement qui intervient dans les quartiers politiques de la ville, mais aussi dans les zones rurales. En fait, concrètement, on intervient là où il n'y a pas d'activité scientifique. Et donc, nos locaux sont toujours utilisés en fait comme base arrière, et depuis ces antennes, en fait, on circule en fait, dans tout le Grand Est, quoi. On couvre ça. Et puis, donc, il y a 5-6 ans, c'est vrai qu'on voyait un petit peu les besoins pour notre réseau un petit peu évoluer, et surtout avoir un besoin de locaux un peu plus important pour avoir... plutôt pour nos membres, en fait, initialement, un lieu pour se retrouver, pour avoir une vie associative un petit peu plus construite. Et c'est comme ça, en fait, voilà, qu'on a construit peu à peu, en fait, le besoin de tiers-lieux. En fait. Et on l'a construit aussi en voyant ce qui se passait au Grand Voisin, donc à Paris, dans le 14e arrondissement. Ce lieu qui a fermé l'année dernière, et en étant très inspirée en fait par ce qui se passait au Grand Voisin, moi j'étais au Petit Débrouillard depuis Grand Est depuis quelques années, et en fait on a fait la COP 21 là-bas, et du coup nos animateurs dormaient en fait sur le site, préparaient leurs actions dans Paris depuis les Grands Voisins. Et puis les soirs, on avait des moments de formation, de débriefing sur les négociations en cours en fait au Bourget officiel. Et donc c'est vrai qu'on voit bien, on voyait bien comment dire la mixité des besoins. En fait, on pourrait le dire comme ça. Donc voilà, donc c'est comme ça en fait qu'on s'est mis à chercher un tiers-lieu et à vouloir en créer un. Et donc dans le Grand Est, à Nancy, c'est là qu'on avait notre siège interrégional, donc le plus grand nombre de salariés en fait concrètement. Et c'est là aussi où on était présent depuis le plus longtemps. Donc voilà, c'est pour ça c'était notre premier tiers-lieu en fait à Nancy. Mais dans le Grand Est, donc voilà, c'est le seul tiers-lieu qu'on anime nous-mêmes. Ouais. Mais il y a d'autres lieux dans lesquels nos antennes sont situées dans des tiers-lieux. C'est le cas par exemple à Mulhouse, c'est
c'était le cas à Auxerre également. Voilà, ça change selon les dynamiques de ces lieux qui sont un peu évolutives. Et vous avez aussi un coin, un espace Fab Lab. Ouais, donc la piscine, ici, donc c'est le tiers-lieu à Maxéville. Donc on l'a... En fait, c'est une ancienne salle de sport. Et du coup, ça correspondait bien, en fait, à nos besoins parce qu'on a donc cet espace Fab Lab, comme tu le dis, donc dans lequel on a des machines à la fois qu'on a récupérées, en fait, par des entreprises soit qui fermaient ou qui renouvelaient leur parc matériel. Donc ça, c'était une super bonne surprise à la création du tiers-lieu, c'est que il y a plein d'entreprises qui sont prêtes à soutenir les associations avec lesquelles on ne travaillait pas avant. Et donc ce lieu, en fait, initialement, on l'a plutôt construit pour les enfants, pour faire de l'éducation numérique comme on fait depuis le début des années 2000. Et ça a pris, par exemple, une autre tournure au moment du premier confinement, puisque c'est ici qu'on a produit, alors non pas des masques, mais par contre des visières de protection. Ouais. Et c'est ici, en fait, aussi qu'on a récupéré du matériel qui était donné par des entreprises, encore une fois, pour là, des citoyens donc, qui étaient confinés, mais qui voulaient produire des masques, alors c'est plus des respirateurs, mais ils ont produit une pièce pour les hôpitaux avec les imprimantes 3D. Donc en fait, on stockait et on distribuait le matériel pour plutôt des individus, quoi. Voilà. Et tu disais donc le rapport avec les entreprises consistait ici à avoir un don de matériel notamment, mais est-ce qu'il y a des collaborations au-delà du don de matériel entre le réseau des petits débrouillards et plus spécifiquement le tiers-lieu de la piscine et les acteurs économiques de la région? Comment vous travaillez ensemble? Alors, déjà, donc la piscine, c'est aussi un lieu dans lequel on organise pas mal de débats, de formations. Donc déjà, on invite souvent ces acteurs économiques à venir intervenir dans nos débats, puisque pour nous, cette expertise, elle participe aussi d'une construction collective des savoirs. Donc, on les invite. Et en fait, ils se sont aussi saisis du lieu pour venir faire des formations. Ouais. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément identifié. On pensait que les associations avaient vraiment besoin... étaient en manque de lieux dans l'agglomération. Mais en fait, finalement, je pense pas que les entreprises étaient en manque de lieux, c'est juste qu'ici, quand celles en tout cas qui sont venues faire des formations, elles viennent chercher autre chose, peut-être une autre manière de travailler. Ouais. Mais bon, il faudrait leur demander pour en être sûr. Et alors, je voudrais revenir sur la soutenance que tu as remise en 2020. Ouais. L'intitulé, en tout cas le thème, c'était travailler avec le tiers secteur. Donc tiers secteur, c'est le secteur des tiers-lieux. Le fait que tu emploies cette expression de tiers secteur, c'est pas un hasard, c'est qu'on parle d'une filière qui émerge finalement. Alors c'est pas forcément le secteur des tiers-lieux. Donc moi j'ai fait une thèse donc en sociologie qui a porté en fait sur la manière dont les acteurs scientifiques travaillent avec. Donc moi, ce que j'ai proposé d'appeler le tiers secteur. Eux, ce qu'ils appellent souvent la société civile. Mais dans la société civile, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils vont à la fois parler d'associations, de syndicats de travailleurs ou de collectifs citoyens qui sont un peu plus informels, voire de citoyens qui prennent la parole, dont on pourrait dire qu'ils sont non organisés, mais bon, ils sont organisés, mais voilà, en tout cas, ils sont un peu plus individuels. Et en fait, moi, ce qu'on a voulu, parce que bon, c'est une recherche, donc c'est toujours un peu collectif, ce qu'on a voulu mettre en évidence, en fait, en proposant de conceptualiser un petit peu cette notion du tiers secteur, c'est que c'est un secteur à part entière, en fait, et que c'est pas juste une société civile dont on ne sait pas vraiment qui sont les acteurs, qui n'aurait pas vraiment d'intérêt, qui n'a pas forcément de méthode de travail non plus, ni d'historicité, parce que souvent c'est un peu le souci, en fait, à chaque fois qu'on a une démarche avec la société civile, on a l'impression que c'est quelque chose de révolutionnaire, de nouveau, alors que moi, ce que je montre par exemple sur les études de cas que j'ai documenté, c'est qu'en fait ce sont des collaborations qui datent parfois d'une trentaine d'années, et même les acteurs en fait ont oublié que ça faisait une trentaine d'années qu'ils sont allés discuter avec un collectif citoyen qui était préoccupé par une pollution locale, parce que ça n'a pas été vraiment documenté, ça n'a pas été vraiment mis en valeur et ça n'a pas été vraiment suivi depuis. Donc il y a vraiment cette idée à la fois de montrer l'historicité, mais aussi de montrer justement les méthodes d'action, et puis de montrer qu'il y a des organisations, et puis il y a aussi des enjeux, il y a aussi un agenda, il y a aussi des intérêts, et ce sont néanmoins des enjeux, des intérêts, des agendas des acteurs qui sont distincts du secteur. Donc le
premier secteur, c'est le secteur public, Ouais. donc les agendas politiques ou administratifs. Le second secteur, c'est le secteur économique. Voilà, donc ce sont des agendas qui sont distincts, mais malgré tout, ce sont des agendas propres. Donc, si on considère que le tiers-lieu, c'est le lieu qui permet de matérialiser le tiers-secteur, Ouais, on peut le dire correct, comme ça. ouais. Oui, vraiment, moi je trouve que le tiers-lieu, ça donne vraiment... peut-être qu'on y fait... Enfin, on a l'impression qu'on y fait des choses nouvelles, mais moi je suis peut-être pas convaincue. Je pense que, voilà, si on regarde les MJC, il y a une trentaine d'années, c'était sans doute un petit peu de cet acabit-là également. Il y avait, voilà, de la formation, de la programmation culturelle, des choses qui se passent dans les couloirs, voilà. Donc je pense pas que ce soit nouveau ce qui se passe dans les tiers-lieux. Par contre, c'est vrai que ça donne une autre visibilité et ça donne aussi une mixité. Vous voyez, ça c'est assez important, je pense. Et aujourd'hui, ça n'existe pas dans beaucoup d'espaces dans les villes ou dans les zones rurales d'ailleurs, puisqu'il y a des tiers-lieux ruraux. Mais ces endroits dans lesquels, voilà, ici à la piscine, vous pouvez avoir, voilà, ça va être la rentrée étudiante à Nancy, il y a une grosse population étudiante, donc ils vont revenir bientôt. Donc vous pouvez avoir des étudiants qui viennent, je sais pas, juste profiter de la Wi-Fi ou de la piscine, même l'été. Vous pouvez avoir des familles du quartier qui viennent regarder une exposition et après profiter du jardin. Vous pouvez avoir, justement, je sais pas, GRDF qui vient faire une formation pour ses cadres. On peut avoir les petits débrouillards qui font une formation pour leurs animateurs. Voilà, une mixité de gens qui se croiseraient pas ailleurs, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Lucille, pour nous avoir présenté le réseau des petits débrouillards Grand Est et la piscine. On va poursuivre juste maintenant avec Jérôme Tricomi, qui est bénévole chez vous, mais qui est aussi animateur dans la région Grand Est du réseau des tiers-lieux pour l'association et le collectif France Tiers-Lieux, et qui va nous parler notamment du rapport qui vient d'être remis ce matin pour contribuer auprès du gouvernement à une meilleure grille de lecture sur tout ce potentiel du tiers secteur. Merci à toi. Je vous souhaite un bon séjour à la piscine. Merci. Jérôme, bonjour. Bonjour. Merci de nous partager un petit peu ton actualité. On va y venir dans un instant avec le rapport que j'évoquais avec Lucille il y a quelques instants. D'abord, pour te présenter, tu animes dans la région Grand Est le réseau des tiers-lieux, un collectif qui a une association chapeau qui s'appelle France Tiers-lieux. Est-ce que tu peux nous dire exactement comment tout ça se structure et comment ça s'articule? Ouais, je peux. On a fait le choix de partir de l'échelle régionale plutôt pour les réseaux de tiers-lieux. C'est notre échelle d'action, c'est l'échelle à laquelle on se connaît entre nous. Et donc il y a France Tiers-lieux qui est une asso nationale à laquelle on adhère, mais on a un réseau régional qui est autonome, qui coopère avec d'autres réseaux régionaux, qui s'en inspirent, qui rassemble une quarantaine de tiers-lieux avec deux grandes orientations. Il est tourné vers l'intérieur d'abord. Il permet aux tiers-lieux qui en sont membres de coopérer entre eux, d'échanger, de monter des projets communs. Il permet aux adhérents de ces tiers-lieux aussi, quand ils sont nomades, en mouvement, d'avoir un repère, un fil conducteur. Et puis vers l'extérieur, il nous permet aussi de tenter de construire un discours commun sur ce que sont les tiers-lieux, ce à quoi on veut qu'ils servent, et de porter à la fois ce discours auprès des institutions régionales, de nos financeurs, mais aussi ce qui commence tout doucement auprès du grand public. Donc l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que les bonnes expériences et solutions des uns puissent être partagées plus facilement. Ouais, parce qu'il y a un gros enjeu dans le sens où c'est une filière qui émerge, ce qui veut dire des nouveaux métiers, ce qui veut dire des gens qui ont des backgrounds extrêmement divers et qui se retrouvent dans la fonction de facilitateur, de tiers-lieu, de fab manager, avec un ensemble de responsabilités qui sont toutes nouvelles, qui ont du management, la gestion d'établissements qui reçoivent du public, qui ont des besoins en communication, etc. Ce qui fait qu'en fait personne n'est jamais taillé pour être facilitateur ou gestionnaire d'un tiers-lieu. Donc ça demande énormément de travail collectif,
Et en plus de ça, parce que c'est un écosystème assez frais, il rencontre pas mal de nouveaux défis, il se tourne vers de nouveaux partenaires, on imagine de nouveaux projets, et à chaque fois, c'est très riche de pouvoir savoir ce que les autres ont fait dans d'autres territoires, de pouvoir comprendre comment on a surmonté telle ou telle difficulté. Ça économise un temps fou déjà, et puis ça permet aussi de s'inspirer sur le fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire de nos tiers-lieux, comment on veut qu'ils transforment nos territoires. Et alors, depuis quelques mois en intelligence collective justement, avec l'ensemble du réseau, vous avez travaillé sur un rapport qui a été remis ce matin au service du Premier ministre. Alors, on a travaillé avec l'ensemble des réseaux régionaux. C'est une démarche qui a été animée et pilotée par France Tiers-Lieux. Et effectivement, il y avait eu un rapport inaugural il y a 3 ans maintenant de ça, en 2018, qui avait donné lieu aux premières politiques publiques en faveur des tiers-lieux à l'échelle nationale. Donc ce rapport, il avait été réalisé par Patrick Lévy-Waitz, qui est aujourd'hui le président de France Tiers-Lieux. Des premières mesures avaient été mises en place. Il y a eu un conseil national des tiers-lieux, il y a eu une association nationale de préfiguration, il y a eu un travail d'accompagnement des réseaux aussi. Ça a porté ses fruits. Le nombre de tiers-lieux, il a énormément augmenté. On en compte plus de 2000 aujourd'hui sur le territoire français. Et ça entraîne de nouveaux défis. Ça entraîne de nouvelles questions, ça entraîne des questions sur la formation d'une filière professionnelle ad hoc, puisque dans le monde du travail français, les activités elles sont organisées par grandes filières, avec des réglementations spécifiques, des index de salaire, de rémunération, qui viennent compléter le code du travail. Ça n'existe pas pour les tiers-lieux, par exemple. Donc ça, c'est un des chantiers qu'on a mis en avant dans ce rapport. Et puis, il y a toute une dimension de passer à une autre échelle. Aujourd'hui, par exemple, sur la question de la fabrication, qui, à titre personnel, m'a toujours fasciné, de se dire comment est-ce que on peut répondre aux impératifs de transition écologique en relocalisant une partie considérable de la fabrication et de la réparation des objets. Sur ça, les Fab Labs et les tiers-lieux qui hébergent des processus de fabrication, ils ont été pilotes, mais à une échelle très légère. On bidouille, on bricole. On n'a pas cette capacité d'avoir un artisanat coopératif, collectif, qui puisse nous emmener vers un horizon où on se dit peut-être que dans 15 ans, ma table, elle s'est pu fabriquer à 15 000 km. Peut-être qu'elle sera fabriquée à 10-20 km de chez moi. Peut-être que je pourrais la faire réparer facilement. Mais ça marche pour du mobilier, ça marche pour le numérique. Par exemple. Là, on a des circuits de production qui nous échappent complètement. Ça, de pouvoir expérimenter des unités de production avec des modes coopératifs, collectifs, plus proches, qui s'inspirent des Fab Labs mais qui le mettent à une autre échelle, à une échelle de réelle production. De pouvoir financer des expérimentations dans ce domaine-là, c'est une des autres mesures qu'on avait préconisées et qui a été retenue par le Premier ministre ce matin. Donc c'est le programme des manufactures de proximité, dont je pense qu'on va beaucoup entendre parler dans les années qui viennent. Et puis il y avait aussi la nécessité des réseaux régionaux. Là-dessus aussi on a été entendu, il y a un financement qui va être mis sur la table par l'État pour accompagner les réseaux régionaux dans l'animation qu'on a des communautés de tiers-lieux. D'accord, en fait, vous êtes au cœur de tous les enjeux d'actualité liés à la réindustrialisation, à l'inclusion sociale, à la redynamisation des territoires et l'économie circulaire. Oui, je serais quand même un peu plus mitigé là-dessus, c'est-à-dire que avec tout ce qu'on peut faire, il ne faut pas croire non plus que les tiers-lieux soient une solution miracle. Et c'est un peu difficile parce qu'on est dans une phase de défense et de tentative de légitimation de nos activités, de ce qu'on fait, de ce qu'on arrive à produire de beau, d'utile. Et en même temps, c'est aussi ce jeu où on sent bien que c'est accueilli un peu trop à bras ouverts. Si ça devient le prétexte à ne plus continuer de financer le travail nécessaire des structures dont le travail social, dont le travail éducatif est la priorité et la grande mission depuis des décennies, ça ne nous paraît pas être une bonne chose non plus. En tout cas, moi, ça ne me paraît pas être une bonne chose. C'est pareil, ça ne suffira pas. Ça n'est pas une réponse magique. Mais c'est des petits endroits où il se passe des choses magiques. Et je pense qu'il faut sincèrement qu'on puisse avoir plus
de petits endroits où il se passe des choses magiques. En termes, tu as parlé d'inclusion sociale, de questions de production, etc. Et aussi en termes démocratiques. Ça me paraît important, c'est que la dimension collective des tiers-lieux, elle permet à des gens de s'emparer d'un objet concret et de faire un travail qui est un travail politique dessus, c'est-à-dire de débattre de comment on le fait, de toucher au faire, de revenir dans la réflexion. Ça, moi, je trouve que, c'est ce qui m'a attiré dans les tiers-lieux, c'est un des enjeux que je trouve qui est le plus important, c'est relabourer la question politique au sens de comment on veut faire ensemble et comment on décide ensemble de ce qu'on veut faire ensemble. Ouais. Donc effectivement, comme tu le disais, c'est non pas être au cœur, mais c'est participer à l'ensemble de ces nouveaux paradigmes et de ces nouvelles dynamiques qui existent. Tout à fait, c'est ça. Merci beaucoup à toi. On va justement poursuivre avec Alice Wadowski pour parler des dynamiques de collectif. Merci. Alice, bonjour. Bonjour Michael. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors je le disais à l'instant, tu es clinicienne d'activité. De l'activité. Merci déjà d'apporter cette précision. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie? Parce que tout le monde ne connaît pas la notion. Alors c'est une approche d'analyse du travail qui est issue de la psychosociologie et plus particulièrement de la psychologie du travail. Alors il ne faut pas entendre par clinique ce qu'on entend habituellement, c'est-à-dire le tableau clinique du malade, etc. Non, c'est plutôt une posture éthique d'observation et d'écoute qui s'oppose précisément aujourd'hui à la parole de l'expert, à l'approche de l'expertise. Donc, tel que peut l'envisager les consultants ou les experts qui sont missionnés sur les questions de transformation de l'entreprise ou de santé de l'entreprise. Donc moi, je faisais ça avant, je ne souhaite plus le faire, pour des raisons on y reviendra sans doute durant la table ronde, mais aujourd'hui, ma posture est celle d'un intervenant qui cherche à faire émerger les savoirs, qui ne vient pas avec le sien. Bien sûr, j'en ai un, je ne le cache pas, mais c'est une posture clinique, une posture éthique, une posture autour du doute. D'accord. Voilà. Et autour du doute sur la manière dont aujourd'hui on envisage l'activité dans l'entreprise. D'accord. En considérant que l'activité et le réel de l'activité échappent totalement au paradigme habituel du gestionnaire. Ok, donc c'est une façon de s'adapter à ce qu'on appelle le changement de paradigme. Ça passe aussi par un changement de posture pour les personnes qui proposent une forme d'accompagnement. C'est vrai, mais on ne fait pas du changement de paradigme simplement pour changer de posture. On fait du changement de paradigme parce qu'aujourd'hui, la performance telle qu'elle dérive, enfin la définition de la performance telle qu'elle est en train de dériver, produit de la contre-performance. Je m'explique. À partir du moment où la performance se définit autant qu'elle se définit aujourd'hui autour du chiffre, autour de la mesure, autour du contrôle, autour de l'évaluation, on perd tout ce que le salarié, l'organisation est capable de générer en termes d'ingéniosité. La performance en clinique de l'activité, ce n'est pas atteindre un résultat défini par les directions ou les équipes de direction. C'est être capable aussi de produire de l'objectif, chemin faisant. Et pour produire de l'objectif, évidemment, les organisations aujourd'hui ne sont pas armées. Elles ne sont pas armées parce que l'instrument pour un clinicien de l'activité, pour produire de l'objectif chemin faisant, je ne nie pas l'objectif fixé par la direction, mais je dis que sur l'inattendu et l'ingéniosité, ce qui va faire de la valeur ajoutée et donc de la performance qui n'est pas obligatoirement chiffrée et chiffrable, et peu importe, eh bien, il faut s'armer. Et s'armer, c'est s'appuyer sur des collectifs. Et des collectifs qui ne travaillent pas sur la manière d'atteindre un but, une tâche déjà formatée, mais des collectifs qui travaillent sur la mémoire du travail, sur la capacité à travailler sur ce qui n'a jamais été encore pensé dans leur travail.
Alors justement, la notion de collectif et d'intelligence collective, par rapport à ce que tu viens de décrire, comment, prenons une organisation qui est dans cette philosophie aujourd'hui de se baser sur un management de confiance, d'autonomie, est-ce que ça suffit? Et qu'est-ce qu'il faut ajouter à ça pour véritablement que la dynamique puisse prendre? Le problème, c'est qu'il faut déconstruire. On ne peut plus rien ajouter. On est complètement dans un système qui produit de la défiance. Et donc de la contre-performance. Pourquoi? Parce que on a libéré la parole, sauf que la parole libérée, c'est dangereux. C'est dangereux quand elle n'aboutit pas à être utile dans les décisions stratégiques. Quand elle ne porte pas. C'est pire que tout. Si vous donnez votre avis et que personne n'en tient compte, c'est pire que de ne l'avoir jamais donné. Ouais. Et ça produit du malaise au travail. Ça produit ce qu'on appelle les fameux RPS. Donc libérer la parole sans que les gens aient autorité sur les processus de décision est très dangereux. Déjà, il faut avoir ça en tête. Donc à partir du moment où on va libérer la parole dans des collectifs tels qu'ils sont aujourd'hui organisés, on produit de la défiance. On croit, et de bonne foi, les dirigeants pensent qu'ils vont produire de l'amélioration, de la performance et de la confiance. Or, c'est l'inverse qui se passe. Pourquoi? Parce que le collectif, par définition, c'est un collectif qui doit délibérer. Ça, c'est un autre concept très important en clinique de l'activité, sur la question des critères de la qualité du travail bien fait. Et donc générer du conflit et de la dispute. Un intervenant en clinique de l'activité va produire du conflit. Ce qui est très nouveau. Oui, bien sûr. Et en produisant du conflit, en produisant de l'inattendu, en laissant les salariés dans des collectifs travailler leur métier, s'affronter sur leur métier, on va trouver autre chose. Sauf que, en tant que collectif, ils vont finir par avoir une autorité telle que les directions ne vont pas pouvoir échapper, elles aussi, à des débats sur les conflits de critères entre ce que elles définissent et ce que les collectifs ont défini. Et là, on est vraiment très loin de ce qui se passe en termes de mise en place ou de production d'intelligence collective dans l'entreprise. Ça veut dire que il faut produire, faut complètement réarmer les managers et les salariés autour de cette idée-là pour enfin produire de la confiance. La confiance, c'est plus ce qui règne. Tout le monde le voit bien. Et la défiance produit de la contre-performance. En fait, l'idée de la clinique d'activité, c'est de dire que l'activité, c'est et la performance, quand elle est pensée comme ça, c'est et la performance et la santé. La santé, c'est pas l'absence de maladie. La santé, c'est la capacité qu'a une personne au travail de pouvoir se dire je laisse une empreinte, de pouvoir se dire je porte une responsabilité, de pouvoir se dire s'il y a ce lien et cette transversalité qui se fait, c'est elle ne pourrait pas se faire sans moi. C'est tout ça la santé au travail. Et donc c'est penser l'activité de façon extrêmement différente. C'est se dire que le réel du travail, ce n'est jamais seulement la prescription. Ce n'est pas possible. Quand on regarde le réel, on sait bien que c'est pas la prescription. On sait bien que les gens passent leur temps à réparer ce qu'ils n'ont pas vu dans les procédures. Et quand on les fige, j'ai pas dit qu'il fallait pas, hein. Quand on les fige uniquement là, et quand en plus on rigidifie cela avec les nouvelles technologies, on va produire de la défiance, du mal-être, des RPS. Voilà. Et on va appeler les experts pour combattre ces RPS. Moi je dis non, il faut développer les RPS. Il faut développer les RPS, mais pas tels qu'on les définit, mais les ressources psychosociales des travailleurs et des managers. Développer leurs ressources. Et vous n'aurez plus de problème de santé. Revoir l'idée de performance. L'idée de performance, quand on prend par exemple certains gourous qu'on voit s'épanouir dans certains endroits, c'est parler du dur, du chiffre, du tableau de bord. J'ai rien contre. Je suis pas... voilà. Mais c'est aussi... et surtout intégrer tout ce qui ne se chiffre pas. Tout ce qu'un collectif est capable de produire de nouveau par la dispute professionnelle, par la controverse.
Apprendre aujourd'hui aux managers à produire de la controverse, à mon avis, c'est la première chose à faire pour un dirigeant. Ouais. Alors quand tu parles de confrontation, voire de dispute, c'est évidemment dans un esprit constructif. C'est pas de la dispute de, de bipolarisation dans le débat, c'est plus Alors, une écoute de points de vue divergents pour cheminer. en tant que un peu spécialiste des questions psychosociales, je suis à l'origine psychosociologue du travail, on voit bien que le silence, que la soumission et le consensus, aujourd'hui, produit une violence interne. Ouais. Une violence interne qui ne s'exprime pas en apparence, mais qui va générer des conflits personnels, des conflits tout autres. Ouais. Parce que précisément, à force d'avoir peur de ce conflit sur le travail, on gêne, à force de valoriser le consensus autour de tâches qui sont définies exclusivement par avance, avec des objectifs définis par avance, les gens gardent en eux-mêmes toutes les possibilités qu'ils voudraient exprimer dans leur manière de travailler, et ça finit par produire du conflit personnel à longueur de temps. Et du conflit entre eux aussi, quand on veut, par exemple, quand les pilotes du processus disent, mais le problème aujourd'hui dans la valeur, dans la performance, c'est de faire en sorte que les propriétaires de processus se mettent d'accord, c'est parce que, et qu'on a autant de mal à faire en sorte qu'ils se mettent d'accord, c'est parce que on ne les met jamais ensemble pour générer du conflit sur les critères de qualité de travail. Mais du conflit, évidemment, moi je dirais pas constructif, du conflit autour de leur manière de travailler. On le voit bien dans les équipes. Chacun a à dire, non, toi tu fais pas du bon boulot. Non, moi je sais que c'est comme ça qu'il faut faire. Et quand on par exemple, on filme des gestes au travail ou des situations de travail et qu'on repasse ça dans des collectifs, vous allez voir générer un conflit autour du travail qui est extrêmement porteur de solutions qu'on n'avait même pas envisagées. Ouais. Et qui fait que la clinique du travail, de l'activité dit le gros problème aussi autour de la performance, c'est tout ce travail empêché qui n'est jamais exprimé. Et un travail empêché qui n'est jamais exprimé produit une violence du mal-être, ces fameux risques psychosociaux qui ne sont jamais réglés par les experts. On sait qu'aujourd'hui, tous les ans, ils augmentent de 5 à 10%, voire dans certains secteurs de 30%. Donc c'est que ça ne marche pas, l'expertise, c'est qu'il faut trouver autre chose. Et qu'il faut donc déjà commencer à considérer que l'activité, c'est la santé. Et qu'on ne peut pas être dans le bien-être si on ne fait pas bien, si on n'est pas dans le bien-faire. Et qu'est-ce que ça veut dire le bien-faire? C'est laisser les gens parler de leur réel du travail. Le réel du travail, il est fait de plusieurs aspects. Il est fait de nous, ce qu'on appelle de l'impersonnel, qui est la prescription, qui aide. Ça va aider le novice quand il ne sait pas où il va, donc il ne s'agit pas de jeter la prescription à la mesure aux orties. Hein, mais il est fait de bien d'autres choses. Il est fait de l'interpersonnel, qui est difficilement envisageable. Mais quand on l'envisage pas pour faire du consensus. Ouais. C'est ça la différence. On l'envisage pour créer de l'ingéniosité. Hein. Autour de santé et activité, il y a créativité dans cette affaire-là. Okay. Et c'est bien pour ça qu'on peut parler d'une performance du travail. Parce que ce qui m'intéresse, évidemment, c'est la performance au travail. Ouais, puis on sait que la créativité, c'est le Graal aujourd'hui et que c'est la principale compétence. La performance, on le voit bien. Alors, si on regarde la norme ISO 26000 et les démarches RSE, il y a deux façons de les prendre. Ou bien on monte des démarches RSE dans le cadre, et on va peut-être y revenir, de la dissonance cognitive, c'est-à-dire pour que et là c'est pas bon, je m'en expliquerai, ou bien on fait de la RSE comme une véritable démarche holistique. Et là, on va considérer les parties prenantes dans ce que moi j'appelle une clinique dialogique, c'est-à-dire où le langage, où le dialogue authentique permet de dire. Hein, dans les collectifs de travail où on peut dire au voisin, tu fais vraiment du mauvais boulot et on va s'en expliquer, c'est extrêmement important. Quand on peut dire, quand on sait que
à force de parler du travail, on a une telle autorité que le dirigeant, lui, va associer ce qui est fait dans ces collectifs aux prises, une véritable intégration des gens aux prises de décision, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison par rapport à la direction. Là encore, il faut que les directions viennent et ensuite qu'il y ait ce conflit sur les critères. Eux, la direction, ont des critères qui sont aussi valables que ceux du terrain. Mais faut-il encore que ce conflit-là vive? Ouais. Et on est très loin de ces idées-là aujourd'hui. Et alors, puisque tu parles justement des équipes dirigeantes et de dissonance cognitive, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cet écart entre la volonté d'action et l'aspiration personnelle que peuvent avoir les décideurs vis-à-vis de la RSE et des enjeux, parce qu'en tant que citoyens, les décideurs aussi ont des familles et ils sont humains, donc pensent à cet enjeu, mais d'un autre côté, il y a l'économie, il y a le court terme, et puis il y a parfois aussi peut-être des idées reçues. C'est quoi cette dissonance? Comment elle se manifeste? Alors, on a dans toute idéologie, parce que le paradigme néolibéral est une idéologie. Bon, après, on peut considérer politiquement que c'est bon ou mauvais, ça c'est autre chose. Mais c'est une idéologie, c'est-à-dire une représentation que les gens se font du monde et de la manière d'être au monde et d'en faire quelque chose. Et d'en faire quelque chose pour soi et construire sa propre identité, se transformer, être au monde. Et transformer le milieu en monde, c'est ce qui fait la différence d'ailleurs avec l'animal. C'est intéressant de lire un psychiatre qui s'appelle Stockel sur ces questions-là. Donc, le dirigeant, il est comme tout le monde. Il a des représentations et des croyances. Il a des représentations et des croyances, et en permanence, il est face à une manière de connaître des cognitions qui sont opposées. Hein. C'est exactement, alors, la dissonance cognitive, pour la définir, je vais prendre un exemple simple, qui n'est pas celle du dirigeant, mais de tout un chacun. Je sais que la fumée tue, et pourtant je fume. Donc, quand on interroge les gens là-dessus, ils vont vous dire: ah oui, mais y a plein de gens qui fument pas. Ouais. Et donc, c'est pas pour ça qu'ils ne meurent pas d'un cancer. Donc, ils vont rééquilibrer ces deux éléments de connaissance pour avoir une situation de cohérence interne et au monde. Ben, les dirigeants, ils font pareil. C'est-à-dire qu'on leur dit, mais on voit bien, le fait est que les problèmes environnementaux posent problème. Et puis, il y a le paradigme habituel qui est enseigné depuis 20 ans et réenseigné et répété, en particulier dans les grandes écoles de commerce et de management, qui disent, mais le critère financier, c'est le critère. C'est une croyance. On pense, et pourquoi c'est une croyance? Parce que, mais une bonne croyance, je ne la critique absolument pas. Hein. L'idée, c'est l'idée de la rationalité. L'idée, c'est le dur. Ouais. L'idée, c'est que le dur, la rationalité a une valeur que les sciences molles n'ont pas obligatoirement. C'est une croyance. Ouais. C'est une représentation du monde. Surtout que ça occulte le reste, et qu'il faudra rééquilibrer finalement la vision. Ça occulte. Ça n'a pas toujours occulté le reste. Hein. Moi, j'ai travaillé énormément sur le pilotage des processus, sur la systémique, etc. Il y avait déjà cette représentation de la performance, du chiffrage, du critère financier. Sauf qu'à une certaine époque, ça n'occultait pas le reste. Il y a 20 ans, quand on lançait des démarches autour du pilotage des processus, il n'y avait quasiment, par exemple, autour des questions de transversalité, d'interface, pas de problème majeur à intégrer ce qui, au fond, compte aussi. Ouais. Hein, quand on dit, mais ça compte pour moi, on ne le chiffre pas. C'est autre chose. Hein. On arrivait à déchiffrer ce qui compte de cette manière-là, pas ce qui se chiffre. Ça ne posait strictement aucun problème. Moi, j'ai vu les choses dériver il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on a transformé ces outils, non plus en instruments de gestion et d'ouverture, et même d'innovation, mais en instruments de pouvoir. Ouais. Et quand vous transformez l'outil en instrument, le chiffre en instrument de pouvoir, ça donne plus du tout la même chose. Alors moi, j'étais frappée de la dernière pub
sur le Covid de nos gouvernants. Hein. La dernière image qu'on voit, c'est sur toutes les chaînes. Ça en dit long, parce qu'ils sortent des mêmes écoles, ils ont la même pensée, ils pourraient être directeurs de cabinet ou directeurs d'entreprise, ces gens-là. La dernière image qu'on voit sur cette pub, et qui pour moi résume au fond ce que j'essaye de dire, c'est on peut débattre de tout, c'est sur fond noir, il n'y a pas Covid, on peut débattre de tout sauf des chiffres. Ouais. Ça en dit long sur là où on en est arrivé. Hein, il ne s'agit pas de critiquer le chiffre, il s'agit de voir que ce qui est devenu dur est devenu dur au point d'en faire un instrument absolu de pouvoir, au point de ne plus laisser le reste pouvoir se penser, pouvoir se dire. Donc c'est pour ça aussi qu'on a autant de problèmes de santé au travail. Et on n'avait pas ça avec ces mêmes instruments il y a 20 ans. Donc il y a une évolution qui s'est faite pour des raisons... bon, ce serait un autre sujet. Qui peut être lié au numérique, par exemple ? Non, le numérique, c'est comme la RSE. C'est... Alors, pour revenir à la dissonance cognitive, quand les dirigeants sont face à ça, ils se rendent bien compte. Moi, je le dis, j'essaye de l'analyser, mais eux, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose, et surtout les managers intermédiaires, qui sont très très mal en ce moment. Très très mal. Très très mal. Il faut vraiment leur donner des outils à ces gens-là, hein, parce qu'ils ne vont pas survivre à ce train-là. Et en plus, ils n'ont pas le droit de dire qu'ils vont mal, eux. Les salariés ont le droit, mais pas eux. Donc on est dans une situation très difficile. Et en dissonance cognitive, l'idée est de se dire comment on va faire. Comment on va faire dans sa tête, justement, pour être un peu moins mal entre des choses qu'on n'arrive pas à rééquilibrer. Donc on a deux connaissances, on n'arrive pas à l'équilibrer. Alors il y a deux styles de dissonance, il y a la dissonance cognitive et la dissonance émotionnelle. C'est qu'à un moment donné, quand ce déséquilibre est trop grand, on est mal. On est très mal. Donc, alors, il y a deux façons de faire. Ou on a la puissance de frappe pour réorganiser son système, changer de pied, ou bien on ne l'a pas. Et on fait de la RSE ou de la nouvelle technologie. Je caricature le trait. Pourquoi ? Parce qu'avec la RSE, on va pouvoir parler de toutes ces choses-là qu'on n'arrive pas à intégrer. D'accord ? Le droit de l'homme, le dialogue avec les parties prenantes, etc., etc. Donc la RSE va servir pour une majorité de dirigeants aujourd'hui à compenser, à trouver un discours managérial cohérent. Mais au fond, rien ne change. Dans les faits, rien ne change. C'est juste un discours. On le voit dans toutes les grandes organisations. Je me suis amusée depuis 2 ans à auditer la CPAM, la CARSAT. C'est absolument dramatique. Dramatique. Et on regarde la politique RSE qui est écrite et on regarde les faits. C'est-à-dire que, mais c'est pas obligatoirement volontaire. C'est-à-dire qu'il y a... C'est le cerveau qui trouve on peut pas, prétextes. Quoi. Sinon, on ne survit pas à tout ça. Hein, on ne survit pas, dirigeant ou pas dirigeant. Au bout d'un moment, quand la dissonance est trop grande, ça produit un tel malaise. Et en plus, eux, plus que les autres, n'ont pas le droit au malaise. Hein, plus on monte dans la hiérarchie, moins on a le droit au malaise. Hein. Mais est-ce que cet arrangement cognitif, c'est pas une étape transitoire ? Est-ce que ça ne va pas, au fil du temps, imprégner de plus en plus pour dépasser simplement l'image et l'arrangement intellectuel ? Ça pourrait... On pourrait être optimiste. Sauf que je pense, je le suis en tout cas pour l'instant pas vraiment, je pense que le paradigme gestionnaire tel qu'il est mis en place est un paradigme qui sert vraiment aujourd'hui à maintenir du leadership et du pouvoir avant de vouloir développer la performance. Et donc, on est face à des leaders qui ne sont pas que des leaders. Ils sont des leaders qui veulent garder, ce qui est parfaitement entendable, qui veulent garder leur positionnement. Donc, c'est extrêmement difficile pour eux, en dehors d'annoncer des politiques, de changer profondément
l'idée, par exemple, du collectif. Mhm. La manière dont ils font fonctionner dans leur entreprise. Quand vous leur en parlez, oui, mais 80% ne passeront pas à l'acte. Parce que ça remet en cause leur rôle et leur pouvoir dans l'entreprise. Et personne n'a envie de ça. Même ni le salarié, ni le dirigeant. Ça c'est ce que tu constates sur sur des structures qui ont une certaine ancienneté. Mais pour des nouveaux entrants dans l'économie sociale et solidaire, ceux qui, dès le départ, démarrent une activité qui est pensée pour l'impact, est-ce que là, finalement, on a moins cette dissonance cognitive? Le gros problème aujourd'hui, c'est que c'est la formation des dirigeants. On va toujours trouver, par exemple, le dirigeant de la Maïf est très cohérent. Très cohérent, très authentique dans sa politique RSE, par exemple. Hein. Il a réussi. Mais au fond, parce qu'il il a fait cet effort. Donc, c'est une posture très individuelle. Si on veut répondre à cette idée, il faut changer profondément le système éducatif au niveau et de formation des managers. Ouais. Et quand on voit les institutions à l'heure actuelle, comment elles préservent, et les gens qui sont à la tête des institutions de formation dans ce cadre-là, préservent leurs prérogatives, on va toujours, pour l'instant, rencontrer 20% de dirigeants à la marge qui vont tenter parce que c'est eux, et par contre, changer, pour bouger le paradigme de façon globale, il faudrait commencer par là. Et pour l'instant, je n'en ai pas vu le début. Voilà. On trouve quelques personnes, on trouve à l'ESP Europe, on en trouve partout. On trouve quelques enseignants-chercheurs particulièrement remarquables, mais ils sont minoritaires dans le discours qui est offert aux étudiants. Quand vous abordez la psychologie par le biais du nudge, vous m'excuserez, mais on sait tout de suite ce que ça signifie. On n'est pas là-dedans, on n'est pas dans, en tout cas, ce que j'expose. Et du coup, d'ailleurs, comme ils n'ont pas vraiment les bases, ils l'appliquent plutôt de façon contre-performante. Mais les gens, en tout cas les managers intermédiaires, commencent à sentir le danger. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Avec le télétravail, par exemple, on a une opportunité de changer les choses. Le télétravail, la question du collectif se pose. On a deux manières de faire. Ou bien on continue des réunions à distance, simplement des réunions de coordination autour d'objectifs fixés, comme on fait dans l'entreprise. Et là, on ne changera rien, on va même encore davantage démanteler le travail, l'activité collective, ou bien on en profite pour créer des collectifs. Hein, et créer des collectifs avec des manières de faire, je ne vais pas rentrer dans les méthodes, mais créer du collectif de travail au sens où je le dis, c'est-à-dire au sens où on va travailler sur les conflits de critères autour du travail bien fait. Dans un premier temps sur la direction et ensuite avec les directions. Il ne s'agit jamais de penser que les directions sont moins bien dans cette affaire que les salariés. Il s'agit de mettre en place une dynamique autour du travail bien fait, d'une activité qui regarde vraiment le réel et qui profite du réel et de l'imprévu pour produire des solutions plus innovantes. Les salariés sont absolument remarquables pour faire ça, les managers aussi, à condition que cette fameuse idée de on peut débattre de tout sauf des chiffres sorte enfin de la tête des directions et des gens qui inculquent ça. C'est pas tombé comme ça, cette histoire-là. Ouais, et quand on regarde la manière, d'ailleurs, dont l'idée de processus a fini par devenir, au fond, dans la tête des salariés, quelque chose qui est de l'ordre de l'accumulation de procédures mesurables et qui fait peur à tout le monde, alors que c'était pas ça du tout, on se rend compte qu'il y a derrière des gens à qui ça profite. Alors, est-ce que ça profite à 80% des directions, des managers et des salariés et de la société, ou est-ce que ça profite à 20%? Hein, c'est la question, et la question, là, elle devient beaucoup plus politique. Oui, bien sûr. Mais
Effectivement, penser comme ça, c'est faire rentrer aussi le politique dans la notion de performance. Et ça, alors là... Ouais, d'où le dernier livre, d'ailleurs, du dirigeant de la Maïf, qui dit que l'entreprise doit et va devenir de plus en plus politique. C'est un vaste sujet, mais en tout cas, c'en est important. Voilà, c'est en cela que je trouve que alors, c'est rare de voir des dirigeants penser comme ça. Et on les laisse exprimer à la marge. C'est toujours le phénomène de la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'il faut de l'alibi. Il faut aussi pouvoir se ressourcer. Donc on va laisser les lanceurs d'alerte, on va laisser des dirigeants de ce type-là, on va laisser des gens comme moi ou des gens comme Yves Clos, que je conseille fortement, qui est le pape, entre guillemets, bien que je n'aime pas ce terme, et il n'aimerait pas qu'on l'appelle comme ça, de la clinique de l'activité en France et de façon internationale. On a besoin effectivement pour rééquilibrer et se dire oui, au fond on fait aussi nous un peu de ça. Ouais. On fait donc, comme on en fait un peu, le déséquilibre entre je dois préserver la nature par exemple et je dois en même temps veiller à ce que mon tableau de bord financier soit à la hauteur de ce que mes actionnaires attendent, évidemment ça va... Voilà, donc on crée des politiques de ce type-là. Hein. Les politiques qualité totale ont été aussi utilisées comme ça. Mais il y avait du vrai, il y avait de l'authentique. Sur les politiques RSE, j'ai beaucoup de mal à penser que dans 80% des cas, ce soit authentique. Sur tout ce que j'ai évalué, pour l'instant... je ne le pense pas. Ça ne les empêche pas d'être... Il n'y a pas de certification, mais approuvé par l'AFNOR, hein, puisqu'on est dans le même... je suis auditeur AFNOR, donc j'ai rien contre cette manière de penser, mais je dis qu'aujourd'hui, elle produit de la contre-performance. Et elle produit du mal-être au travail. Et que si on veut régler dans le futur des problèmes de performance et les problèmes de santé au travail, les problèmes et développer la créativité et la ressource, il faut vraiment s'y prendre autrement. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Annelise pour tes éclairages. On va poursuivre justement avec Serge Bizouerne qui était venu dans une émission en janvier pour parler de solidarité et il manipule depuis 20 ans tout ce qui est émotionnel et non chiffrable. Donc il va venir nous parler de son activité, mais surtout des actions qu'il est en train de mettre en œuvre actuellement. Serge, bonjour. Ravi de te retrouver. Ravi aussi pour moi. Alors, on avait enregistré une émission, je le disais, en janvier sur le thème de la solidarité. Et puis à cette occasion, tu as présenté le métier de Dom+, qui est un métier qui n'est pas forcément connu du grand public. Alors, on va évidemment pas refaire une émission sur l'intermédiation. Pour autant, avant qu'on parle de ton actualité, est-ce que tu peux nous rappeler quand même, dans les grandes lignes, quel est le métier au quotidien de Dom+, et ça depuis plus de 20 ans? Tu viens d'y répondre, c'est le quotidien des personnes. Et finalement, l'idée, il y a 20 ans, même 22 ans, c'était que d'avoir imaginé quelque chose d'assez naturel, c'est que d'un côté, il y a une personne, c'est un tout, et de l'autre côté, il y a des réponses, des tiroirs, et il fallait reconnecter les personnes à ces tiroirs. Et il y avait un petit espace, un peu comme une fréquence radio. Ce petit espace, c'est l'intermédiation, c'est-à-dire prendre en compte la personne dans sa situation et essayer d'y trouver la possibilité d'une réponse. Et ça, de façon autonome, très important. Sans faire d'anglicisme, l'empowerment. Parce que, évidemment, plus je suis en situation de fragilité, et moins j'ai envie d'être en situation de fragilité. Donc, comment je rends les personnes responsables et autonomes dans leur situation. Et donc, ça prend en compte, évidemment, une notion d'accompagnement. Mais le mot accompagnement est encore plus simple que le mot intermédiation. 20 ans après, c'est aussi compliqué d'expliquer la notion d'intermédiation. Parce que c'est évident. Oui. Et aujourd'hui, historiquement, Dom+ accompagne les personnes
via leur mutuelle d'assurance, principalement, les syndicats également. En tout cas, c'est toujours via un contrat de protection. Alors effectivement, que ce soit un organisme tiers dont je suis ayant droit, alors ça peut être effectivement un organisme social, ça peut être une entreprise dont je suis le salarié, ça peut être un organisme de retraite, ça peut être une mutuelle. En tout cas, j'appartiens finalement non pas à une clientèle protégée, mais je suis sur un public captif. Ouais. Et sauf que tout le monde n'a pas ce genre de service dans un de ces contrats d'assistance. Ça, c'est le constat que tu faisais déjà depuis un certain temps. Oui, alors bon, évidemment, ça pose toujours la question, et les personnes qui n'y ont pas accès. Donc il faut y avoir accès à travers son organisme. C'est une vraie question, c'est même une frustration à chaque fois qu'on me pose la question. Et chemin faisant, on s'est naturellement posé, alors en tant qu'entreprise engagée, mais notre raison d'être étant ce qu'elle est, c'est-à-dire prendre le plus grand nombre, prendre en compte le plus grand nombre. Finalement, on s'est conforté, et le contexte social et économique aidant, le contexte du Covid, nous a amené évidemment à dire et à agir sur le fait de rendre accessible ce que nous faisons pour des réalités d'organismes et dans une perspective économique, le rendre accessible au plus grand nombre. Ouais. Et alors là, comment justement ça se met en place, comment ça se structure, et à quel stade aujourd'hui en est la mise en place de cette approche? Alors, c'est fait, le fonds existe, les statuts sont déposés, fonds de dotation priorité à la personne. Priorité à la personne, c'est quelque chose que nous portons de façon singulière depuis, encore une fois, depuis 20 ans. Mais le chemin qui est à faire, si j'ose dire, sans faire un appel, c'est prendre en considération effectivement le côté révélateur de la situation de crise dans laquelle nous sommes entrés et dans lequel nous sommes, pour considérer que là, on a un vrai défi finalement à partager pour le bien commun, et que tout acteur économique et social, tout acteur décideur, tout acteur, qu'il soit public ou privé, doit se sentir concerné par cette question du plus grand nombre et de l'accès à quelque chose qui a révélé, de par la crise, deux phénomènes. Les gens en fragilité, qu'il était déjà, le sont encore plus. Ouais. Parlons de précarité, en tout cas, c'est une réalité. Mais surtout, quelque chose qui est nouveau, un peu comme le papier argentique quand je fais de la photo, cette situation sanitaire, de crise sanitaire, a révélé des fragilités vers des publics qui n'avaient pas, ou qui n'étaient pas, ou qui n'étaient pas encore, ou qui n'avaient pas encore mis un pied dans ces difficultés, des fragilités du quotidien, autour des questions économiques, des questions du logement, des questions de rupture de parcours de vie, de situation de santé, mais quelque chose qui est très systémique, parce que, évidemment, quand je suis en situation de surendettement, c'est une conséquence d'événements qui doivent être traités de façon globale. Et ça, on l'a repéré, on n'a pas découvert la Lune dans le contexte social que nous vivons depuis le début de cette crise sanitaire. Et en fait, ça nous a explosé à la figure et on l'a observé, capté, si j'ose dire, sur le plan émotionnel et comportemental, en suivant mois par mois la progression et finalement l'émergence de ces situations, de ces nouveaux publics, qui confrontés, et d'ailleurs dans les publics captifs que nous accompagnons, confrontés à des réalités sociales et économiques, où vie privée, vie professionnelle est complètement imbriquée, où des choses dont on parle depuis longtemps, qui sont des fragilités sociales, alors même qu'il y a des aides et une pluie d'aides morcelées, on voit apparaître finalement des fragilités et des personnes et des publics qui n'étaient pas habitués finalement à rentrer dans ce maquis social et administratif et réglementaire. Et ça produit deux phénomènes, mais on l'avait aussi pour la précarité, mais ça produit de l'exclusion sociale, d'une certaine façon, jusqu'à la fracture numérique, parce que on a bien vu d'ailleurs que
au moment du premier confinement, le parcours numérique et le parcours digital du fait même des confinements, y compris des services publics, devenait la réponse à la panacée de toute réponse dans un parcours qui était complètement un parcours de combattant et qui finalement, nonobstant le fait de disposer du bon outil pour pouvoir y avoir accès, ça complexifiait et non pas facilitait l'accès aux droits et aux prestations. Ouais. Et je me suis cette captation finalement et cette observation, c'est quelque chose que nous vivons en temps réel. Donc c'est pas un temps d'avance, mais une réalité qui est qu'on est dedans, un peu comme l'urgence climatique. Ouais. On est dedans, et un peu comme l'urgence climatique, on a encore la possibilité d'agir. Encore faut-il que les décideurs et les acteurs et le secteur social et économique est très présent, parce que l'enjeu, c'est bien la proximité et les territoires, et la détection de la personne qui passe entre les mailles du filet, et qui passe à travers, en fait, un système dont je n'ai pas peur de dire qu'on se glose en disant qu'on a le meilleur système social au monde. Ben oui, mais encore faut-il que les gens soient reconnectés aux aides. Ouais. Donc, en fait, vous amenez 20 ans d'expérience et de méthode éprouvée sur la capacité à avoir une vision holistique des problèmes, à rendre autonomes les gens dans la résolution de ces problèmes, et surtout de façon durable. C'est-à-dire que c'est pas juste régler les symptômes, c'est vraiment s'intéresser aux causes profondes. Et là, tu disais à l'instant, les statuts sont déposés, le fonds est créé. D'abord, qui est à la gouvernance du fonds? Peut-être 2 mots pour expliquer que on a voulu mobiliser autour de Dom Plus, non pas un seul fondateur, mais plusieurs fondateurs. Et il nous a paru intéressant déjà de mettre à la gouvernance de ce fonds à la fois le monde économique, le monde institutionnel et le monde social. Donc on va trouver des organisations syndicales comme la CFDT en particulier, mais aussi la CFTC. On va trouver un porte-parole très important dans le monde de l'approche et de l'engagement et de la gouvernance des États avec Anne-Laure Kichel, qui est une personne emblématique qui travaille sur l'endettement des États, mais aussi les fragilités sociales et l'approche systémique, et qui insiste sur l'écosystème et l'économie circulaire sur un territoire donné. On va trouver des acteurs économiques et sociaux mutualistes qui vont se poser la question de dois-je franchir le pas au-delà de mes sociétaires ou de mes adhérents, est-ce que je m'adresse à des publics et finalement, ça renvoie à l'engagement sociétal de ces acteurs. Donc j'ai mis tous les acteurs du logement avec la Fédération des établissements à but non lucratif, des personnes qualifiées de renom, et tout ça pour considérer que quand on crée une aventure comme ça, il faut 3 conditions. Que le projet soit pertinent. Il est à la fois pertinent parce qu'il est évident, et il est à la fois complexe parce que on est actuellement en situation de réfuter ou de repousser tout ce qui va mal. Or là, on est dans la solution, on est dans la réponse. Mais pour ça, il faut pouvoir expliquer qu'il y a une réalité. Et la réalité, elle est, sans parler de Covid social, du contexte, des impacts que vont avoir la crise sanitaire. Premier point. Deuxième point, il faut un tour de table, enfin, il faut des porte-paroles des caisses de résonance. Et dans ces caisses de résonance, des gens légitimes, encore que on ne cherche pas des personnes médiatiques, on cherche d'abord des gens qui font. Et puis la troisième condition, c'est le financement. Pas de bras, pas de chocolat, et donc l'enjeu du financement, il est très important. Pour autant, la valeur contributive d'un accompagnement aujourd'hui sur le terrain, c'est 1 euro par an et par personne, ce qui ne, quand on considère les choses, a une valeur inestimable, parce que le sujet, c'est pas l'aide et la prestation. On considérait que la meilleure réponse, à partir du moment où on était en proximité avec la personne, que l'enjeu, c'était bien de détecter les personnes qui passaient à travers les mailles du filet. Les premiers acteurs légitimes, c'était ceux qui sont en proximité sur les territoires et l'écosystème du territoire. Avec, bien sûr, et les élus sont très sensibles à ces questions, les acteurs locaux qui font partie, y compris des parties prenantes de ce soir, le savent très bien, que ce soit les réseaux associatifs,
que ce soit les services publics, que ce soit les acteurs économiques, parce qu'ils ont des salariés, y compris qui couchent dans leur voiture. Bon, ça, on n'aime pas. Et quand on est un employeur, on partage aussi. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est plus une question de se poser la question pour un employeur, de savoir si la vie privée de mon salarié, j'y ai accès ou pas accès, quand je sais que le 15 du mois, il y a des avis à tiers détenteurs qui arrivent. Donc, le vrai sujet, c'est d'avoir un territoire parce que proximité, parce que détection. Et donc, le fond, pour répondre à la question, enfin, le fond, l'Assemblée constitutive du fonds, alors je rappelle, dans le contexte Covid, les difficultés de rencontre, un agenda compliqué, des aléas avec les dispositions sanitaires. Le fonds et l'Assemblée constitutive s'est faite au mois de début juillet. Les statuts ont été déposés de façon très concrète courant juillet. Le bulletin officiel a publié, se publie au bulletin officiel début août. Alors, j'ai beaucoup de mal avec l'histoire du pilote, de l'expérimentation et de la preuve de concept. Ça me gratte ça me gratte toujours la gorge en parlant, parce que effectivement, c'est la preuve de concept, ça fait 20 ans et les millions de personnes qu'on a déjà accompagnées. Oui, effectivement. C'est toute la puissance. Alors, en fait, il y a un historique, on est dans une situation qui nécessite finalement d'aller chercher les meilleures solutions là où elles sont, et Dom Plus a pris l'initiative de se positionner pour mettre à profit toute cette expérience. Alors, en t'écoutant, il y a une notion très importante que je n'ai pas située, c'est que, bien sûr, Dom Plus, d'abord, nous sommes des gens de l'ombre, et pas de la lumière, dans la mesure où nous travaillons derrière les acteurs, etc. Donc, cette action est discrète, et par contre, c'est son impact sur les publics et la personne, priorité à la personne, le fonds de dotation priorité à la personne, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Une chose très importante qui est un des fondements de la création de cette initiative sur tout le territoire. Ce n'est pas en lieu et place de ce qui se fait. C'est complémentaire de ce qui se fait, et de combler aussi les angles morts. Et tous les acteurs avec qui j'ai pu m'entretenir, associatifs, que ce soit les services publics, la branche famille ou d'autres, tout le monde s'accorde à dire que, nonobstant les nouveaux publics et les nouvelles questions qui se posent avec l'arrivée de ces nouveaux publics, tout le monde sait qu'on a des gens qui passent en dessous des radars. Et qu'effectivement, si je ne suis pas dans la bonne case, ça ne le fait pas. J'ai moins de 25 ans, je réfère à la mission locale. J'ai plus de 25 ans, je suis au RSA, mais je suis à Pôle emploi, mais je suis toujours demandeur d'emploi. Je suis un handicapé, j'ai moins d'un âge requis, je réfère à l'allocation handicap. J'ai plus de tel âge, je réfère à l'allocation personnalisée autonomie. Sauf que j'ai toujours mon fauteuil roulant à financer. Et donc, on a un paradoxe. C'est Delevoye qui disait à l'époque, président du CESE, mais finalement, en voulant fabriquer de l'inclusion, on fabrique de l'exclusion parce que je ne suis pas dans la bonne case. Je suis un jeune, je veux un contrat de travail. Pour avoir un contrat de travail, il faut une domiciliation bancaire, il faut un domicile. Pour avoir un domicile, il faut un contrat de travail et une domiciliation bancaire. Vu la bamboule, on est dans un truc où, en fait, on est en permanence dans un phénomène de silotage. Et donc, tous les acteurs locaux, que ce soit service public, que ce soit un acteur associatif qui prend de plein fouet une personne par rapport à une situation de précarité ou de fragilité, nécessairement le voit avec l'angle et ne peut pas ouvrir cet angle. Et on passe notre temps, finalement, à reconnecter et à se réouvrir, et on l'a déjà, cette expérience, par rapport à la prise en charge des publics, avec les acteurs locaux, que ce soit les services publics, qui se tournent vers nous pour reprendre en charge la personne dans des dimensions qui ne peuvent pas. Il y a un deuxième phénomène qu'on ne voit pas, c'est que cet effort, et combien le prix de l'effort de prise en charge d'une personne, quand on le mesure à grande échelle, demande quelque part un effort collectif pour permettre l'accès au plus grand nombre. Donc, il y a aussi cette dimension de
de faire face finalement à la réalité qui est la nôtre, dans un contexte où je rappelle que les gens, et a fortiori qu'ils n'étaient pas fragiles, mais les plus fragiles, ne le souhaitent pas se retrouver en pleine face, comme on dit au Québec, parce que nous sommes nés au Québec, comme les petits débrouillards d'ailleurs, ne souhaitent pas être enragés. Et le vrai enjeu, c'est l'autonomie. Ouais. Et cette autonomie à grande échelle n'est pas simple. Donc on a besoin d'aller vite, on a besoin de financement, et les financements, il y a un effet de levier considérable de cet accompagnement par rapport, y compris, à la remise en bénéfice des aides qui sont proposées, parce que soit on a des gens qui ont accès aux aides, mais ça ne correspond pas aux prestations, soit on a des gens qui n'ont pas accès aux aides, et de toute façon, ça coûte plus cher de ne pas traiter un problème que de traiter un problème. Et pour élargir le dispositif, donc évidemment, il y a un timing qui va dépendre du financement, est-ce qu'il y a déjà un agenda qui est prévu? On a besoin des acteurs locaux mobilisés, que ce soit les acteurs publics, collectivités locales, branches famille, etc., qui sont déjà sensibilisés sur cette question. Je pense à la branche famille en particulier, la CAF. Les acteurs économiques, parce que démonstration du fait qu'on se sent concerné, parce qu'on a aussi ses propres salariés qui sont concernés. Et je répète, ce n'est pas forcément les gens qui sont exclus des systèmes qui sont encore dans l'emploi. Cause nouvelle, et c'est des sujets qu'on a et qu'on partage en particulier avec la CFDT, c'est qu'on voit arriver des salariés qui sont en grande difficulté. Donc des gens qui sont déjà dans l'emploi, ou encore dans l'emploi. Les réseaux de proximité associatifs, bien entendu, évidemment, d'autres territoires devront être identifiés, et on veut généraliser très vite, et on a une approche... mais encore une fois, si preuve de concept il y a, elle n'est pas dans la capacité à prendre en charge le public, mais à détecter les gens qui passent à travers les mailles du filet. Et ça, tout le monde s'accorde à dire sur cette question. Le sujet, c'est pas... c'est bon, comment je signale, comment je suis... Si je suis un bailleur social, aujourd'hui, on connaît, les bailleurs sociaux savent, voient les impayés. Avec un effet retard, parce que quand la personne est en impayé, c'est qu'elle a déjà traîné et qu'on ne paye plus son loyer. Avant de ne pas payer son loyer, on a des retards de paiement de facture, on ne va pas chez le docteur le 20 du mois parce que trésorerie, ou chez le dentiste, ou avec les enfants. Il y a déjà un effet curatif. Le vrai enjeu, on ne traitera jamais le problème du divorce. Mais par contre, on peut accompagner une situation pour prévenir le surendettement. Quand Crésus est très près, parce que dans l'Est, Crésus est né quand Crésus a déployé toute son approche, c'est parce que véritablement, il y avait l'onde de choc du surendettement et de la capacité à... L'approche globale autour du surendettement nécessite d'autres leviers pour pouvoir accompagner les personnes. Donc, le plus vite possible, parce que nous signalons depuis 2020 ce qui est en train de se produire d'un point de vue social. C'est encore sous le tapis, mais la réalité, elle est ce qu'elle est. Et il y a un autre élément, je terminerai là-dessus, parce que c'est pas le marketing de la peur, mais la question des émotions est très importante. Et ce que l'on vit, nous, aujourd'hui, dans le quotidien des gens que nous accompagnons, qui, quelque part, sont déjà pris en charge, c'est justement pas les gens qu'on voit pas. C'est beaucoup d'inquiétude sur ma situation personnelle et beaucoup de colère, avec quelque chose qui en temps réel est nouveau. Quand on prend l'agenda, passe sanitaire, vaccination, j'ai envie de reprendre ma vie en main. Donc il y a un vrai défi de cette réponse, et je pense que tous et chacun, nous nous sentons comme citoyens, comme personnes, comme décideurs, finalement comme acteurs, responsables de ce bien commun ou d'une solution du bien commun. Je répète, on ne met pas en évidence les peurs, on est dans la solution, et ça sera toujours mieux que ce qui se passe aujourd'hui en termes d'efforts. Et pour des personnes qui nous écoutent et qui ont un besoin ou qui connaissent des personnes qui ont besoin d'un accompagnement de ce type, est-ce qu'il y a déjà un numéro de téléphone? Ça va passer par quel canal? Alors, on fait les choses dans l'ordre, si j'ose dire. Il nous faut... alors, d'un point de vue opérationnel, on sait prendre en charge les personnes. On veut pouvoir mobiliser de façon organisée tous les acteurs
en tout cas ceux qui souhaitent être partie prenante. Mhm. Alors c'est qui les parties prenantes? C'est bien entendu la collectivité ou les acteurs les différents services des collectivités, au moins conseil, département en proximité, les réseaux associatifs, les acteurs économiques, pour avoir une implication de ces acteurs, faire savoir, ouvrir un numéro de téléphone et avoir accès à nos services, ça prend 24 heures et 48 heures. Ingénérer les personnes qui seront acteurs et porteurs, il faut qu'on ait une adhésion locale. Le sujet, c'est pas la coordination. Le sujet, c'est de partager évidemment la même vision. C'est très important pour nous que la collectivité soit mobilisée, qu'il y ait une implication. Et encore une fois, le sujet, quand on parle d'accès au droit, pour une personne, l'accès au droit, ça parle pas pour un individu. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il est pris dans un espèce de Brésil. La mouche s'est posée sur l'imprimante et il n'arrive absolument pas à sortir d'une situation kafkaïenne, administrative ou réglementaire. Ça lui parle. Je veux changer ma carte vitale, j'ai 2 minutes à l'accueil. Il y a des initiatives locales qui sont très différentes d'un territoire à l'autre. Je rappelle que nous, on est dans un accompagnement à distance et c'est de reconnecter les personnes aux aides. Donc on veut aussi flécher les priorités. L'objectif, c'est d'être prêt avant l'hiver. D'accord. Déjà, félicitations pour tout ce qui a été parcouru, même s'il reste évidemment toujours plein de choses à faire. Mais c'est un premier cap quand même plus qu'important qui a été franchi après de nombreux mois de labeur. On va évidemment suivre la suite de l'aventure, on va essayer d'y contribuer autant que possible. Et puis d'ailleurs, dans un instant, on va aller voir les acteurs économiques de la région pour présenter le dispositif et les inviter à y participer, y contribuer. Encore merci Serge. Et c'est très important les acteurs économiques parce que je rappelle que ce sujet est considéré comme un peu, et le monde associatif le sait et nous le partageons tous les jours, c'est rompre le plafond de verre qu'il y a entre le social, la valeur humaine, c'est l'économique et stratégique. Voilà. Et je pense que s'il y a quelque chose à tirer parti de la période dans laquelle on vit, c'est de sortir un peu de ce déni d'une situation à laquelle on peut encore une fois répondre en termes de solutions. Merci. 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 Et puis, on va y arriver. Ce sera le mot de la fin. Merci Serge.